Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Le versement du RSA conditionné par plusieurs heures de travail par semaine. C'était une des réformes voulues par Emmanuel Macron. Elle va être testée ici dans les Bouches-du-Rhône par 1000 bénéficiaires volontaires. En quoi cela va consister concrètement? Combien d'heures de travail par semaine? Quels travaux concrètement? Peut-on parler de travail forcé ou bien d'aide à la réinsertion? On en débat ce soir avec nos invités sur ce plateau. Sabine Bernasconi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du département des Bouches-du-Rhône, déléguée à l'insertion et à l'emploi. Henrik Davy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et pour co-présenter ce débat avec moi, Guilhem Ricavi, bonsoir. Bonsoir Sophie. Inutile de présenter, directeur des rédactions de la Provence Marseille Politique, c'est parti. C'est Martine Vassal, la présidente de la métropole, qui l'a fait savoir il y a quelques semaines sur son compte Twitter, notamment. Le versement conditionné du RSA va être testé ici dans notre département. On va l'écouter et on va développer après. Le président de la République a souhaité faire une expérimentation sur un retour à l'emploi, donner contre 15 heures de travail le RSA si les personnes trouvaient un emploi. Donc nous sommes volontaires, nous allons donc déposer notre candidature pour faire partie de cette expérimentation, puisque nous avons sur le département des Bouches-du-Rhône 68 000 RSistes et que nous souhaiterions faire cette expérimentation sur 1 millier de personnes qui pourront contre 15 heures de travail toucher le RSA et surtout avoir un travail qui peut être aussi à temps plein. Et donc ce sera un plus pour leur permettre de retourner plus rapidement sur la voie du travail. Ce dispositif, Guilhem, va débuter dans quelques semaines. En quoi il consiste concrètement ? Oui, alors effectivement, ce dispositif est plutôt simple. L'idée, c'est de proposer le versement du RSA en contrepartie de 15 à 20 heures de travail par semaine. Ce RSA serait donc cumulé avec les revenus de ce salaire, cela pendant une période de 12 mois. C'est en tout cas l'idée de ce premier test initial qui va être mené dans 10 bassins d'emploi à France, c'est la volonté. Et donc, parmi ces 10 bassins d'emploi, le département des Bouches-du-Rhône s'est proposé en proposant 1000 candidats volontaires pour l'expérimenter. L'un des critères, c'est d'avoir plus de 25 ans ou alors d'avoir entre 18 et 24 ans. Si on est un parent isolé, un chiffre, Sophie, important, dans les Bouches-du-Rhône, 71 000 personnes bénéficient aujourd'hui du RSA. Lorsqu'il en parlait durant sa campagne, Emmanuel Macron, il y avait cette notion de bénévolat. Sabine Bernasconi, on n'est plus du tout sur du bénévolat, ce sont des heures qui vont être rémunérées. Oui, mais c'est pas exactement ça. Le dispositif d'expérimentation que nous propose l'État, il n'est pas encore totalement défini, puisque l'État demande à chacun des départements de faire des propositions. Donc d'abord, nous sommes tous d'accord sur l'esprit. L'esprit, c'est de dire... En contrepartie du RSA, pour tous ceux qui le peuvent, il faut viser une insertion professionnelle la plus rapide possible. On pourra après dérouler sur l'exigence sociale. Parce que les profils des personnes qui touchent le RSA aujourd'hui sont extrêmement variés, différents. Exactement. Donc on pose un principe, le RSA est donné, mais pour tous ceux qui le peuvent, il faut y rester le moins longtemps possible. Et il y a une volonté d'inciter le plus possible ces personnes à sortir du RSA. Et donc là, nous, au département des Bouches-du-Rhône, nous avons cette conviction qu'il faut rester le moins longtemps possible au RSA pour ne pas être trop cassé après et pouvoir décrocher un emploi au plus vite et comment on peut dire, remettre le sens, se remettre dans le sens de la société. Vous allez donc proposer des heures rémunérées ? Et donc, attention, parce que du coup, ce que nous allons proposer, c'est un parcours qui est boosté, un parcours vers l'emploi qui est boosté. Et moi, j'entends bien parler de ces heures de travail rémunérées. C'est pas du tout de cette manière que le département des Bouches-du-Rhône a fondé son approche. Parce que déjà, il faut 15 à 20 heures. Nous, notre principe, c'est de 15 à 20 heures engagé dans un parcours vers l'emploi pour essayer de décrocher son travail le plus vite possible. Et ensuite, nous sommes en train de voir avec l'État comment pourront se mettre en œuvre. On va débattre de la philosophie, de la réforme bien sûr, mais sur le concret. Donc, donc ça pourrait être du bénévolat. C'est ce que vous nous dites dans le département. Mais non. Enfin, non. Oui, ça pourrait être du bénévolat, mais ce n'est pas ça le principe. Bien sûr. Et mais du coup, une heure non rémunérée, ça s'appelle du bénévolat. Mais une heure de travail.
si c'est 1 heure pour chercher un emploi, pour vous aider à décrocher le plus vite possible cet emploi, en boostant votre parcours vers l'emploi, et qui peut passer par des heures de formation, des heures de recherche d'emploi, des conseils d'orientation, des rencontres avec des entrepreneurs, des rencontres avec des professionnels de l'emploi. C'est ça que nous allons mettre en œuvre, c'est ce que nous proposons de mettre en œuvre. Ensuite, il faut... Imaginons que vous êtes prêt à l'emploi. Tous les freins ont été levés, vous êtes prêt à l'emploi. Il faut continuer à être actif. Et donc, à ce moment-là, peut effectivement rentrer dans le processus des périodes de bénévolat. Il faut être actif. Nous, notre principe, c'est qu'il faut être le plus actif possible pour être le moins brisé possible. Et c'est cela qui va conditionner le versement du RSA. Est-ce qu'il sera conditionné à ces heures dont vous parlez ? La sanction, c'est l'État propose aujourd'hui de sanctionner par un non-versement du RSA si on n'est pas actif dans son parcours. Nous, au département des Bouches-du-Rhône, effectivement, si jamais il s'avérait que parmi les 1000 personnes qui sont volontaires, on voit que des personnes ne jouent pas le jeu, à ce moment-là, il y aura un signalement qui est fait à la CAF. Mais dans tous les cas, ce n'est pas les départements qui vont porter une sanction. Là aussi, il y a un principe. Le principe, c'est on conditionne à un parcours engagé de retour vers l'emploi. Voilà. Mais c'est pas contre du travail. Et c'est ça que je ne comprends pas. Parce que j'ai l'impression qu'on lit la mesure et l'information qui est donnée n'est pas la même selon qui parle. Voilà. En tout cas, nous, la manière dont nous avons reçu c'est donc pas le un département. emploi complémentaire, Non, c'est en tout cas ce que... Ça peut, un emploi d'insertion, mais c'est déjà le cas dans les parcours. Donc, c'est pas tout à fait ça la philosophie, d'accord ? Vous adhérez à ce principe-là ? Vous en pensez quoi ? Déjà, le problème, c'est que c'est une expérimentation pour laquelle on n'a pas tellement d'informations. C'est-à-dire que j'entends bien tout ce qui est dit là. Je pense qu'on peut partager 2 choses. D'abord, le fait qu'il faut faire reculer la grande pauvreté dans ce pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut aider au retour à l'emploi. Bon, ça, c'est 2 choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Là où moi, j'ai un certain nombre de réserves sur la disposition qui est mise en place, c'est que ça se base déjà sur le RSA. Et il faudrait quand même déjà faire un bilan sur ce RSA. Et en plus, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui est réellement nouveau par rapport au RSA, parce que je vous rappelle quand même que le RSA, c'est un revenu où il y avait déjà l'idée d'être en activité pour chercher de l'emploi par rapport au RMI. Je vous rappelle les débats de 2007. Donc déjà, il faudrait voir qu'est-ce qui est réellement différent par rapport au RSA dans cette expérimentation. Et ensuite, il faudrait qu'on fasse un bilan du passage du RMI au RSA. Est-ce que réellement tout ce qu'on attendait de cette mise en activité a marché ? Selon moi, non. Et donc, du coup, l'accentuation en fait, de ce type de dispositif ne va pas résoudre les problèmes. Alors, juste selon moi, non, 2 chiffres. Il y a 10 millions de pauvres en France. Il y a plus de 2,1 millions maintenant de travailleurs pauvres en France. La précarité a explosé. Et d'autre part, les études de la DARES montrent que la mise en place du dispositif du RSA n'a pas réellement entraîné un retour à l'emploi. Et d'ailleurs, un tiers le RSA, seulement. Ça veut dire revenu de solidarité active. Il y a le c'est mot déjà active. actif. C'est pour ça que j'ai du mal à savoir quelle est l'étape supplémentaire. Il faudrait clarifier ça. L'objectif, c'est l'insertion, le retour à l'emploi. Est-ce que vous comprenez cet objectif ? Ça, l'objectif, tout le monde le partage. Nous, on a d'autres dispositifs qu'on avait mis dans notre programme qui étaient la garantie emploi, c'est-à-dire que l'État, en dernier recours, en employeur, ça s'inspire quand même de quelque chose qui peut être similaire. Enfin, c'est les choix, les territoires zéro chômeur de la Fondation Abbé Pierre. Donc, il y a des choses qui peuvent aller dans le même sens. L'idée, c'est les gens qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, mais qui peuvent être prêts à travailler. On essaie de trouver un moyen de leur trouver un emploi. Mais la question, c'est comment faire en sorte que cet emploi soit pas mis en concurrence avec les autres emplois, quand cet emploi ne crée pas plus de précarité. Voilà, c'est tout ça qu'il faut quand même qu'on creuse avant de dire qu'on est pour ou contre. Ça laisse un peu entendre, dans le fond, que les personnes qui touchent le RSA devraient chercher un emploi, mais que finalement, ils ne le font pas. Ça laisse un peu entendre ça ? Alors, pas tout à fait. Beaucoup de personnes qui sont au RSA aujourd'hui n'aspirent qu'à une chose, c'est de retrouver le chemin de l'emploi. D'abord, pour effectivement gagner un salaire. Alors pourquoi les punir s'ils ne font pas ces heures ? Mais parce que c'est pas ça la philosophie, ce n'est pas la punition. Pourquoi pas seulement les pousser, d'abord, les inviter ? Les personnes qui sont au RSA, pour la plupart, elles souhaitent retrouver un emploi. Elles souhaitent retrouver un emploi pour mieux gagner leur vie. Et ça doit être le cas. L'emploi doit mieux rémunérer que les prestations sociales. Il faut y travailler aussi parce que parfois, la frontière est un peu ténue aujourd'hui. Mais c'est plus que ça. C'est que les personnes, elles retrouvent aussi une utilité. Elles retrouvent aussi... un statut. Un statut, une dignité, une estime de soi. Il y a tout ça derrière le retour à l'emploi. Et c'est très important
que dans l'accompagnement social, cette dimension, elle soit prise en compte pour que les personnes soient poussées. Mais il y a aussi des personnes au RSA, et il faut le considérer, qu'ils ne retourneront jamais en emploi, ou en tout cas dans des emplois qui ont tellement de difficultés, de santé, vraiment des freins périphériques. Et toutes ces personnes, on les retrouve dans un même vivier. Elles sont toutes aujourd'hui au RSA. Nous, avec Martine Vassal, et alors ces personnes, au département des Bouches-du-Rhône, justement pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan humain, c'est impensable. Elles ne rentreront pas dans vos volontaires, c'est ça? Nous, dans le département des Bouches-du-Rhône, on a décidé de porter l'expérimentation. Et qui dit expérimentation, ça veut dire qu'ensuite, il y aura des retours auprès de l'État sur les résultats de cette expérimentation. Nous avons décidé de choisir 1000 personnes volontaires, les plus volontaires et les plus proches, on va dire, de l'emploi, qui ne portent pas en eux des problèmes psychiatriques ou des problèmes de santé qui sont trop forts et qui disposent aujourd'hui d'accompagnement. Nous n'avons pas renoncé à ce que ces personnes, à terme, puissent retrouver un emploi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des personnes au RSA qui aspirent vraiment à retrouver un emploi. Les dispositifs existent et nous allons saisir cette expérimentation qui va nous donner des nouveaux moyens pour booster les parcours professionnels sur la base de l'expérience à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. C'est-à-dire que des dispositifs existent déjà, ils existent depuis longtemps, ils sont nés avec l'instauration du RMI. Donc c'est aujourd'hui plus de 30 ans d'accompagnement à l'emploi. Donc une belle expérience de territoire, et je pense que le département des Bouches-du-Rhône est exemplaire en la matière et depuis longtemps. Et donc il faut booster. Et booster, c'est quoi? C'est 15h, 20h. Tout n'est pas encore choisi, si c'est 15-20, mais c'est un nombre d'heures défini par semaine beaucoup plus fort d'aujourd'hui, où on va demander aux personnes de s'engager dans cette recherche d'emploi. On va regarder si vous voulez bien à quoi est conditionné le RSA actuellement. Regardez, ça va apparaître à l'écran. Pour toucher le RSA, il faut donc ne pas avoir de revenus, avoir plus de 25 ans. Et pour ceux qui ont entre 18 et 24 ans, c'est conditionné. Il faut avoir travaillé une certaine durée dans les années qui ont précédé, ou bien être parent isolé. Henrik Davy, par exemple, dans le secteur des parents isolés, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut qu'ils entrent ou pas dans ce dispositif? Parce qu'on a du mal à imaginer un parent isolé à qui on dit tu dois aller travailler et t'occuper de ton bébé seul, faute de quoi on te coupera le RSA. Non, mais il y a des parents isolés qui travaillent. Donc, oui, mais il y en a aussi qui galèrent. Mais en réalité, je pense que si on veut le retour à l'emploi de tout le monde, d'abord, il faut que les emplois soient attractifs. Parce que le problème, c'est que vous disiez, finalement, il n'y a pas assez de différence entre beaucoup d'emplois et les aides sociales. Mais les aides sociales, c'est 600 € pour une personne isolée. Donc 600 €, on ne vit pas. Donc si les gens ne vont pas à l'emploi, c'est qu'en fait l'emploi est mal payé. Donc il faut des emplois stables avec non pas à temps partiel mais à temps plein, et si possible avec un SMIC qui est revalorisé, parce que là, si on réaugmente les salaires, on rend les emplois évidemment attractifs et ça devient possible de vivre correctement. Donc pour revenir sur votre exemple, en réalité, ce qu'il faut, c'est que la personne, elle peut revenir à l'emploi s'il y a des crèches publiques qui lui permettent de garder ses enfants, s'il y a des transports en commun qui lui permettent d'accéder à son travail, s'il y a les moyens d'utiliser ces transports en commun. Et ça tombe bien, puisque les rapports de l'État qui montrent, parce qu'il y a eu tout un débat qu'on vient d'avoir à l'Assemblée lundi, sur quels sont les freins à l'emploi, et notamment dans les secteurs qui sont en tension. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs en tension. Alors on dit qu'il y aurait 300 000 emplois vacants, c'était le chiffre de 2021. Bon, mais la question qui se pose, c'est pourquoi il y a des secteurs en tension. Et en réalité, les études montrent qu'en général, c'est parce que les conditions de travail sont trop dégradées, notamment dans la restauration, et qu'il y a des freins à l'emploi qui sont la mobilité, notamment. La mobilité est un des premiers freins. Mais les enfants, vous avez parfaitement raison, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'accompagnement, on peut essayer d'accompagner les gens, etc. Mais si les gens ont des services publics qui font que leurs enfants peuvent être pris en charge pour la petite enfance notamment, c'est plus facile le retour à l'emploi, évidemment. C'est le principal. Dans ce cas-là, est-ce que selon vous, c'est du travail forcé ? Non, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des emplois dignes. Soit il y a réellement, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien l'accompagnement, cette histoire d'accompagnement. Soit il y a des emplois, et à ce moment-là, il faut les rémunérer dignement, comme un emploi normal. S'il y a un service qui est nécessaire pour la communauté, il faut que la communauté... Parce qu'il ne faut pas non plus aussi que les services de l'État, parce qu'ils n'ont plus de moyens, ils emploient comme ça des gens de 15-20 heures en sous-travail. On a connu ça quand même. Vous pensez qu'on va pouvoir utiliser les bénéficiaires ? Tant que ce n'est pas plus clarifié... Il y a visiblement une divergence sur... tant que ce n'est pas plus
clair Donc et clarifié. un vrai besoin de clarification sur qu'est-ce qu'on voilà, fait pendant 15 à 20 heures. C'est quoi ces 15 à 20 heures? Soit c'est vraiment des missions et c'est des emplois, et à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas d'emploi? Donc c'est un problème d'emploi. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien ces 15 à 20 heures. Je veux dire, pour vous, sinon, il y a une mise en concurrence avec avec évidemment, d'autres emplois. évidemment. Et un des trucs qui peut être pervers avec tout ce type de système, et Piketty l'avait dit déjà dans les années 2007-2008, c'est que si vous mettez ce type de RSA, etc., où vous assurez aux gens un peu d'argent, mais qui peuvent aller à l'emploi, revenir, etc., les employeurs, ça les arrange. Ils font des CDD, des CDD de 1 mois, des CDD de 5 heures, etc. Ça existe. On a multiplié par 2,5 le nombre, en 20 ans, le nombre de CDD de moins d'1 mois. Et donc tout ça, c'est qu'on maintient la précarité des travailleurs et des gens qui sont au RSA. Et donc il faut casser ça, en fait, en revalorisant l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des emplois stables, il faut qu'on manque de plein de services, il faut employer massivement dans ces cas-là. Moi, typiquement, dans les crèches, là, ils étaient en grève aujourd'hui. Moi, je vois dans les crèches, que ce soit publiques d'ailleurs, ou les micro-crèches, elles sont dans des conditions de travail de plus en plus mauvaises. Voilà, donc si on améliore leurs conditions de travail, il y aura des emplois créés, y compris pour les gens qui sont actuellement au RSA. Est-ce que vous comprenez que certains appellent ça une trappe à emploi précaire? Vous le comprenez? Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je crois que l'employeur, il a tout intérêt à trouver de bons collaborateurs et à faire en sorte que ses recrutements se passent bien et faire marcher son entreprise. On voit bien aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, il y a des restaurants qui ferment un jour ou deux alors qu'ils ne fermaient pas avant parce qu'ils ont des problèmes de personnel. Donc l'employeur, il a intérêt à avoir au sein de son entreprise des gens qui travaillent bien et le bénéficiaire du RSA, ou en tout cas le demandeur d'emploi, il a tout intérêt aussi à trouver un travail dans lequel il puisse s'épanouir. La question des salaires, c'est un autre débat, mais c'est un débat réel, mais c'est un autre débat. La question des conditions de travail, également, c'est un autre débat qu'il faudra ouvrir, mais pas en dévoyant ce que peut être une mesure de renforcement du côté actif du RSA. Pourquoi je dis ça? Parce que, en tout cas, comme le principe n'est pas très clair, nous avons décidé, avec Martine Vassal, de le définir comme nous souhaiterions qu'il soit défini pour après faire restitution auprès de l'État. Et nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas justement que ce soit l'État qui recrute des personnes, que ce soit... Nous souhaitons que les personnes en recherche d'emploi, elles puissent décrocher les emplois qui existent dans nos filières et nos secteurs en tension, qu'elles aillent trouver des emplois auprès des entreprises qui recherchent... Oui, bien sûr, qui recherchent, et pas juste d'aller chercher un emploi donné par un État, enfin, une fonction publique en bénévolat pour être en contrepartie du RSA. Nous, notre ambition, c'est qu'ils puissent décrocher de vrais emplois. Et personne ne nous dit qu'il y aura il y a deux services une publics contrepartie à donner. Oui, non, mais d'accord, j'entends. Mais du coup, il y a deux services publics qui sont censés faire ce travail-là. C'est Pôle emploi, d'une part, et c'est la CAF, d'autre part, qui gère les RSA. La question, c'est qui va accompagner dans votre dispositif? C'est ça qui nous intéresse aussi. Comme dans le contrat jeune engagement, où ce sont le Pôle emploi avec les dispositifs qui existent déjà et qui ont depuis longtemps construit des coopérations pour accompagner avec Pôle emploi étant partenaire de l'ensemble des autres dispositifs. Mais la nuance, là, ça existe déjà tout ça. Oui, et c'est bien heureux d'aller plus loin par rapport à ce qui existe et de ne pas réinventer l'eau chaude tous les matins. Donc il y a des vrais savoir-faire sur les territoires, des programmes d'accompagnement à l'emploi, des vrais professionnels. Mais aujourd'hui, l'obligation qui est présentée, c'est de dire, vous êtes d'abord sur le plan du volontariat. Après, on verra comment l'État décide d'institutionnaliser cette nouvelle dimension du RSA. Mais vous devez pratiquer 15 heures à 20 heures, on va le définir, d'activité pour aller décrocher un emploi au plus vite. Aujourd'hui, il n'y a pas cet agenda-là d'accompagnement à l'emploi. Là, Henrik Davies, vous avez une question sur la modalité, parce qu'après on va passer à la deuxième partie de l'émission un peu plus philosophique sur la philosophie du RSA, sur les modalités. Est-ce que vous avez une question? Non, mais sur les modalités, je crois que ça commence à se clarifier, mais ça correspond quand même... Enfin, soit ça reste le RSA qu'on connaissait, parce que normalement, dans le RSA, on était censé déjà chercher un emploi de façon active. Je rappelle quand même que c'était le changement... Personne ne cherche un emploi 15 heures à 20 heures par semaine actuellement.
Ah bah si, beaucoup de demandeurs d'emploi, je vous jure, qui passent beaucoup de temps à chercher un emploi. Pas avec leur accompagnateur, en tout cas. Et peut-être pas avec leur accompagnateur, mais voilà. Donc ça, c'est... Parce que moi, la question que je me pose par rapport aux accompagnateurs, c'est que Emmanuel Macron avait dit, puisqu'on va aller prendre à la source les aides sociales, il prévoyait de supprimer 20 000 emplois dans les CAF. À Pôle emploi, on a beaucoup de suppression d'emplois. C'est pour ça que je me pose la question, c'est que si les services publics qui sont censés aider, avec des partenaires, faire l'accompagnement, sont complètement... voient le nombre d'emplois diminuer. Moi, dans un autre cadre, j'ai vu ce qui se passe aussi dans les CARSAT. Voilà, donc tous ces emplois-là qui accompagnent, notamment, les CARSAT c'est pour les retraités, mais qui accompagnent les acteurs sociaux, s'ils ont de moins en moins d'emplois et qui peuvent de moins en moins en fait accompagner les gens, je vois pas comment on va améliorer l'accompagnement. C'est ça que je comprends si pas. on est d'accord du coup sur la mesure, et moi je vous rejoins sur le fait que toute la mise en œuvre doit être encadrée de la manière la meilleure possible pour pouvoir atteindre des résultats. Donc je crois qu'on est d'accord sur le fait que les personnes au RSA doivent aller travailler dès qu'elles le peuvent, parce que c'est quand même beaucoup plus important pour eux d'aller travailler. Mais la question derrière, c'est que si elles le font pas, attendez, si elles le font pas, ça veut dire vous leur coupez le RSA, ça veut dire qu'elles tombent, elles ont plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. C'est parce qu'on a créé quand même le RNI pour éviter d'avoir des gens qui n'aient strictement plus rien pour vivre, et on en a déjà beaucoup de sans domicile fixe à Marseille, hein. Enfin vous voyez des gens qui sont et sincèrement quand on tombe, parce que le RSA c'est déjà pas terrible, hein, quand on dispose que de 600 €, mais quand on n'a plus rien pour revenir ensuite, quand on a fait 10 ans dans la rue, pour revenir ensuite dans l'insertion, on souhaite bon courage. Donc sincèrement je comprends pas tellement, parce que après si vous, les gens jouent pas le jeu, du coup qu'est-ce qui se passe? On leur coupe le RSA? Si on leur coupe le RSA, à ce moment-là ça veut dire qu'ils ont plus rien pour vivre. Si les gens jouent pas le jeu, ça me paraît assez... Donc vous les renvoyez dans la rue? Enfin, c'est ça que je comprends. Non, personne ne en tout cas, le RSA n'est plus versé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce que propose l'État aujourd'hui, qu'il y ait une contrepartie. Nous pensons vous n'y êtes pas favorable, en tout cas. Non, si. On y est nous sommes favorables à ce qu'il y ait une contrepartie un peu philosophique dans ce sens de quand on bénéficie de droits, qu'on puisse s'engager aussi à donner un peu en restitution à une société qui porte une forme de bienveillance quelque part, et je pense que ça relève aussi d'une meilleure acceptation. Il y a des personnes qui vont travailler pour lesquelles c'est difficile, et puis on voit bien cette petite musique de ah oui mais alors celui-là il est au RSA. Bénédicte Bernasconi, c'est la deuxième partie de notre émission. Sabine, je suis désolée Sabine, c'est la deuxième partie de notre émission. On va entendre ce qu'en pensent les Marseillais. Nous sommes allés leur poser la question sur cette réforme cet après-midi. Je trouve que c'est logique d'avoir une condition, que ce ne soit pas automatique, et que les 15 heures, plus de 15 heures par semaine, c'est assez cohérent. C'est pas obligé que les gens qui sont au RSA soient des feignants, hein. Ils ont peut-être perdu leur boulot malencontreusement, des dépôts de bilan, des magasins qui ferment. Et après, comme c'est très dur de trouver du travail, malheureusement, ils sont dans un engrenage RSA, et voilà, mais c'est pas des feignants. Il faut qu'il travaille, je ne sais pas combien d'heures je ne suis pas un patron, mais ouais. Il faut qu'il travaille et vraiment il laisse la RSA pour les gens qui n'ont pas. Ils n'ont pas le choix pour travailler. Hein. C'est vrai qu'on a un peu ça derrière. Certains y voient ça, le RSA. Ceux qui touchent le RSA sont des fainéants. Non, mais il y a une petite musique aujourd'hui qui pénètre un peu tout le monde, parce que c'est difficile pour tout le monde. Et que celui qui trime, il se dit, pourquoi celui-là, avec ses prestations sociales, parce que le RSA, c'est pas que le RSA, hein, c'est aussi d'autres prestations sociales qui viennent s'agréger de manière automatique. Et donc, on entend dire quand même, et celui-là, il donne rien à la société. Je pense qu'il y aura une acceptation qui sera meilleure si, effectivement, on conditionne le versement du RSA. Mais je mets les personnes qui sont qui ont des problèmes et qui ne pourront pas aller travailler, ceux-là je les mets à part, parce que je pense pas dans le dispositif. Non, je pense qu'il faudra de toute façon qu'on se pose la question honnêtement d'une allocation pour des gens qui ne retourneront pas à l'emploi. C'est notre proposition c'est notre proposition qu'on avait dans la campagne présidentielle de garantie d'autonomie, de 1063 €. Alors on a la même d'ailleurs pour les étudiants de 1063 €. L'idée c'est que personne ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Et après, nous, on pense, alors c'est là aussi, philosophiquement, je pense qu'on a un point de vue différent, c'est qu'en réalité, les gens, s'ils ont un emploi qui leur est
proposer et qui les intéresse, parce qu'on ne va pas faire n'importe quel emploi. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a fait un Master 2 de droit d'aller... voilà, il faut quand même que les gens puissent avoir un emploi qui correspond à leur qualification. Donc nous, on pense que le problème, c'est l'offre d'emploi. Et alors, on pourrait dire fin du travail, comme Benoît Hamon, etc., fin du travail, etc. Nous, c'est pas du tout ce qu'on pense. Il suffit de vivre à Marseille pour dire que la fin du travail, c'est complètement absurde, parce qu'en réalité, le travail... J'étais ce matin là, à une réunion à l'Office parlementaire des choix scientifiques, où on a auditionné sur la rénovation urbaine des tas de professionnels, et on a tellement à faire sur la rénovation urbaine, tellement à faire sur la construction de logements. Il nous reste 2 minutes. Mais ça veut dire que de l'emploi, il faut trouver un moyen pour que ces emplois-là soient bien rémunérés et que les gens puissent y aller. Et c'est ça le problème. Un petit mot sur le RSA. Il est né en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Il est né effectivement en juin 2009, Sophie, le RSA. Il a été l'héritier du RMI, le revenu minimum d'insertion, qui avait été créé en 1988 sous le gouvernement de Michel Rocard. Et c'était un projet initialement qui était porté par les socialistes depuis le milieu des années 70. Il avait d'ailleurs été expérimenté localement dans certaines villes, comme à Besançon, pour venir en aide déjà aux personnes les plus en difficulté. Et ce RMI était financé à la fois par l'État, c'est l'État qui payait l'allocation aux bénéficiaires, et les conseils départementaux, les anciens conseils généraux, qui mettaient en place les actions justement d'insertion. La finalité était à peu près la même que celle du RSA. Un mot pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Est-ce que c'est la société qui a un devoir vis-à-vis de ses citoyens les plus pauvres, ou est-ce que c'est le contraire ? C'est les deux. Enfin, j'aime pas trop ce genre de choses où c'est manichéen. C'est qu'en réalité, je pense que globalement dans la société, on ne doit pas accepter qu'il y ait 10 millions de personnes pauvres. Et moi, je n'accepte toujours pas des gens qui sont contraints de fouiller dans les poubelles le soir, dans ma rue, pour pouvoir manger le soir. Ça, je ne peux pas l'accepter. Après, chacun qui dans la société, évidemment, souhaite à un moment donné, enfin, je pense que les uns les autres, on aspire, vous l'avez dit, à contribuer à la société, donc à travailler. Et je pense que c'est assez naturel. Pour terminer, est-ce que les citoyens les plus pauvres ont un devoir envers la société ? La société est bienveillante et offre des possibilités de trouver des voies d'évolution personnelle, individuelle, et de construire une vie meilleure. Et donc, à ce titre, les personnes les plus en difficulté ont aussi un devoir de donner à la société un peu d'activité, et ça, au contraire, je pense que c'est de nature à apporter une meilleure cohésion sociale. Merci Sabine Bernasconi, merci Hendrik Davy, merci Guilhem Récavi. Vous restez sur BFM Marseille-Provence.